L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundi reçoit les décodeurs de l'écho. Alors je vous le disais donc, deux rendez-vous dans les décodeurs de l'écho ce mercredi soir. On a évoqué évidemment le mea culpa de François Hollande dans ce livre de Françoise Fressoz, où il reconnaît que si c'était à refaire, il ne serait pas revenu sur l'augmentation de la TVA promise en 2012 par Nicolas Sarkozy. Et puis cet après-midi, on a eu enfin le nom tant attendu maintenant depuis 2 semaines, sinon plus. C'est donc une jeune femme qui va succéder à François Rebsamen au ministère de l'Emploi. Le processus, il a mis du temps. C'est l'actuelle secrétaire d'État à la ville, Myriam El Khomri, qui arrive. La passation de pouvoir, elle avait lieu cet après-midi entre l'ancien Rebsamen et la petite nouvelle, la petite jeune Myriam El Khomri. Il y a pour le ministre, un grand moment de solitude, la publication des chiffres de Pôle emploi. Et ce qui est difficile, ce qui est pénible, c'est que derrière ces chiffres, et je connais ta sensibilité, il y a des femmes, il y a des hommes qui n'ont pas retrouvé le chemin de l'emploi. Aussi, chaque mois, tu me le permettras, j'aurai une pensée émue pour toi. Mon cap est clair. L'emploi est la priorité de ce gouvernement. Vous pouvez compter sur ma détermination et ma combativité. Et il faudra également compter sur mon optimisme. Oui, il nous reste du chemin à parcourir, mais notre pays regorge de talent, de créativité, d'envie d'entreprendre. Il dispose de nombreux atouts. C'est avec cette conviction que j'entends remplir le mandat qui m'est confié aujourd'hui par le président de la République et le Premier ministre. Voilà, donc Myriam El Khomri, il faudra vous habituer à son nom. On va vous raconter dans un instant qui elle est et quelle est sa feuille de route. Elle succède donc à François Rebsamen, qui évoquait donc ce moment de solitude tous les mois au moment de la divulgation des chiffres de l'emploi du mois précédent. Moment de solitude, c'est un moment difficile. Tiens, Isabelle Golens, vous qui suivez donc l'actualité sociale pour BFM Business, un pince-homme pour le ministre de l'Emploi, surtout depuis 2 ans, 3 ans maintenant. Oui, c'est ça, surtout depuis 2 ans, commenter des mauvais chiffres du chômage. Il faut rappeler que François Rebsamen ne les commentait pas publiquement tous les mois, c'est-à-dire pas publiquement dans les médias. Il faisait un communiqué. Un communiqué en général, il fallait quand même avoir fait un bac plus 27 pour comprendre ce qu'il y avait dedans. Oui, pour l'interpréter, c'est ce qu'on lui a beaucoup reproché, notamment ces derniers mois, c'est d'un petit peu arranger les choses, dire voilà, si on prend ces 2 mois et qu'on les compare aux 2 mois de l'année dernière, c'est positif. Voilà, toujours essayer de trouver le bon côté de ces chiffres. On lui a beaucoup reproché ces communiqués alambiqués. Oui, Bernard Vivier, bonsoir. Bonsoir. C'est le directeur général de l'Institut supérieur du travail, grand expert bien sûr, orfèvre en la matière. Oui, il est bien content de s'en être débarrassé, François Rebsamen, non? Parce qu'il dit oui, je penserai bien à toi tous les mois, etc. Tu penses? Le propos de François Rebsamen en direction de Myriam El Khomri est effectivement un peu d'un sourire presque un peu sarcastique. N'est-ce pas? Parce que c'est vrai, un ministre du Travail, en ce moment et depuis de longues années, que ce soit de droite ou de gauche, il annonce tous les mois, par communiqué ou directement, en tout cas c'est son image qui est abîmée, les chiffres du chômage. Un ministre du Travail, ce n'est pas que cela. Ce n'est pas que le ministre de l'Emploi, le ministre du Chômage. C'est le ministre des Relations sociales. Et dans un pays qui a besoin de solidarité, de retrouver confiance, de donner aux chefs d'entreprise de la confiance, de reconsolider aussi les organisations syndicales ou patronales, qui sont aujourd'hui un peu abîmées les unes comme les autres, le ministre du Travail, c'est le ministre de la palabre, la discussion, de la confiance. Donc, on ne peut pas définir un ministre du Travail sur un simple aspect statistique. On ne peut pas non plus confier ses attributions à un ministre de l'économie et des finances. Il y a quelques jours, on a beaucoup tourné autour de ça. En disant, tiens, peut-être Macron pourrait superviser. Bien sûr, souvenons-nous, Christine Lagarde avait eu un moment l'emploi. Oui. En fait, regardez dans une entreprise, vous avez un directeur des affaires financières. Oui, un DAF. Un DAF. Et puis vous avez un directeur des ressources humaines, des relations sociales, DRH. Bien. Ce sont 2 fonctions différentes. Le directeur des affaires financières fait tourner la maison, c'est Macron. Il tient les comptes. Et il faut redresser parfois la situation. Et puis, le directeur des ressources humaines, directeur des affaires sociales, des relations sociales, il donne de la confiance. Il donne l'envie à des personnes d'être dans cette entreprise, même en difficulté, pour la redresser. Et c'est tout le travail de Myriam El Khomri, avec évidemment une dimension un peu particulière, dans la mesure où elle est désormais, depuis la déclaration de François Hollande, le héros du futur candidat. Héros AUT, bien sûr.
sûr. C'est-à-dire celle qui va annoncer les nouvelles que François Hollande a indiquées comme étant une des grandes conditions, une condition très importante, pour pas dire essentielle, de sa candidature. Bruno Jambard est toujours avec nous, directeur général adjoint d'Opinion Ouest. C'est vrai que baisser le chômage, c'est fondamental pour François Hollande en vue de 2017, bien entendu. Et que les prédécesseurs de Myriam El Khomri, on en est quand même la troisième au ministère de l'Emploi depuis 2012, il y a eu Michel Sapin, François Rebsamen, et donc elle a pris son poste aujourd'hui, bien ont eu à annoncer jusqu'à présent que des mauvaises nouvelles. Et cette fameuse inversion de la courbe du chômage, elle n'est jamais venue encore. Pour l'instant, elle n'est pas là. Et effectivement, c'est une des difficultés de ce quinquennat. Mais on voit bien que elle positionne tout de suite sa prise de fonction sous le thème de l'optimisme. Donc il y a toujours cette idée qui est très ancrée au sein du gouvernement. Mon cap est clair, sur Twitter, c'est l'emploi et la priorité du gouvernement. Donc il y a cette idée que ça va s'inverser. Je suis persuadé que François Hollande en est convaincu, que c'est pour 2016. Et donc ce sera pour elle le moment, je dirais, positif. Alors c'est vrai que limiter, je dirais, le ministre du Travail à cette annonce des chiffres de l'emploi, dont François Rebsamen lui-même ne faisait plus l'exercice. Il écrivait un communiqué, mais il ne les commentait plus. Il avait même, je dirais, affirmé avec force que ça n'était pas son rôle, mois par mois, de dire les choses. Et Isabelle Golens, la décision de François Rebsamen de quitter le gouvernement, de rejoindre, donc, de reprendre la mairie de Dijon pour succéder donc, au maire de Dijon, malheureusement disparu cet été, emporté par un cancer. Elle date, je crois, aux environs du 10 août à peu près, cette démission. C'est ça, Isabelle. Pourquoi ça a été aussi long? La semaine dernière, on était au MEDEF à la même heure. On se disait, ça y est, ça va tomber, on va faire réagir. Et on attendait. On demandait à tout le monde, tiens, vous voyez qui comme ministre de l'Emploi? Pourquoi c'était aussi long, justement? Parce qu'on a balancé des tas de noms. On a dit, tiens, Jean-Marc Germain, Emmanuel Macron aussi, Bruno Leroux, par exemple. Bon, très bien. Parce que c'était compliqué pour l'exécutif, pour François Hollande et Emmanuel Valls, de trouver un petit peu le candidat idéal. Il n'y avait pas de nom qui semblait évident. Il y avait des intérêts opposés qui rentrent en collision. Oui, parce qu'on sait que le futur, normalement, le futur chantier du ministre du Travail, ça va être cette fameuse réforme du marché du travail, ou en tout cas tenter de lancer une réforme du marché du travail qui met en colère l'aile gauche de la majorité. Donc, pour essayer de calmer un petit peu les frondeurs, on aurait pu décider de choisir un ministre du Travail un peu plus à gauche, mais dans ce cas-là, il aurait été un peu dans l'incapacité d'aller négocier, notamment avec le patronat des entreprises et les syndicats, une réforme du marché du travail. Ensuite, il y avait la possibilité éventuellement de Verts ou d'écologistes, mais bon, c'était également compliqué. Donc voilà, le choix de l'exécutif était assez... Et puis, il fallait également quelqu'un, justement, qui poursuive la politique du gouvernement. C'est-à-dire qu'il y a un lien direct, qui a un lien direct avec François Hollande. Et Emmanuel Valls, qui incarne justement cette nouvelle politique dont on parlait dans la première heure. Bernard Vivier, casse-tête pour l'exécutif, le choix d'un successeur à Rebsamen, c'est incroyable. Pas tant que ça. Ah bon? C'est un joli coup. C'est pas un ministre de second choix, comme l'opposition le dit en ce moment. Bien sûr, il a fallu attendre. Le porte-parole des Républicains disait cet après-midi, l'exécutif fait passer ce ministère au deuxième plan. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Bien sûr, il fallait attendre que le congrès, que l'université d'été du Parti socialiste à La Rochelle se fasse. Il fallait mesurer les évolutions des écologistes et leur éventuel retour dans la sphère gouvernementale. Bien, mais c'est un choix qui est bon. C'est une femme. Au ministère du Travail, depuis 1906, il n'y a pas eu beaucoup de femmes. Martine Aubry, Elisabeth Guigou, elle est la troisième. Et Christine Lagarde qui avait, en effet, comme vous le disiez... Un petit peu, mais ce n'était pas vraiment ministre du Travail. Elle est jeune, 37 ans. Vous savez, François Hollande, c'est le disciple de François Mitterrand. Qu'a fait François Mitterrand en 1981? Il a nommé un ministre du Travail, Jean Auroux, qui ne connaissait pas vraiment les arcanes du pouvoir politique, moins de 40 ans lui aussi. Député de la Loire, moins de 40 ans lui aussi, qui connaissait bien le monde de l'enseignement d'où il était, mais c'était tout. Il a eu un très bon cabinet, et on le sait, le ministre, c'est l'affichage politique, le cabinet, c'est la solidité des dossiers, et l'assemblage, quand il est réussi entre les deux, fait un bon ministère. Et puis, c'est troisième qualité de ce ministre, une fidèle du président de la République. Et ça, c'est très important, on ne pouvait pas confier ça à un frondeur. Oui, alors justement, on va découvrir qui est Myriam El Khomri. Donc, elle est née à Rabat, capitale du royaume du Maroc, 1978, parce que son papa donc, est marocain, sa maman bretonne. Elle adhère au Parti socialiste en 2002. Elle est élue dans le 18e arrondissement de Paris. Elle devient adjointe de Bertrand Delanoë, alors maire de Paris. Et puis,
Elle est porte-parole également de Anne Hidalgo, donc qui fait campagne pour devenir maire de Paris, donc c'était l'an dernier. Et puis elle a été nommée donc secrétaire d'État à la ville. Et on l'a beaucoup vu, Isabelle Gollens, notamment au lendemain des terribles attentats contre Charlie Hebdo et puis tous les autres attentats, l'hypercachère aussi, où elle est allée dans les banlieues un peu, prôner la bonne parole, du vivre ensemble, du travailler ensemble, voulu par le gouvernement. Elle a expliqué tout à l'heure lors de la passation de pouvoir qu'elle avait effectué une centaine de visites dans les quartiers, et c'est ce qu'elle met en avant, c'est son expérience de terrain, parce qu'elle sait que sa légitimité peut être mise en cause, en tout cas questionnée. Donc elle a vraiment insisté là-dessus, sur son expérience de terrain, son expérience des terrains également où le chômage est très élevé, dans les quartiers où le chômage est très élevé, et on sent qu'elle veut aborder la question avec ce prisme-là de l'expérience de terrain. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a fait juste après la passation de pouvoir? À la minute où la passation de pouvoir s'est terminée, elle est allée dans une agence Pôle emploi de Paris, dans le 19e arrondissement de Paris, pour rencontrer des agents Pôle emploi et des demandeurs d'emploi. Et ça, elle l'a dit, elle veut occuper le terrain. Oui, elle veut occuper le terrain, et l'entourage du président de la République disait d'elle cet après-midi, cette jeune femme connaît parfaitement les politiques de l'emploi sur le terrain, qu'elle soit en direction de la jeunesse ou des quartiers, propos réitérés quelques instants après par le Premier ministre Manuel Valls. Myriam El Khomri est une élue de Paris, d'un quartier populaire, le 18e. Depuis plus d'un an, comme secrétaire d'État à la politique de la ville, elle s'est particulièrement mobilisée sur les questions qui préoccupent les Français dans les quartiers populaires. La jeunesse, elle connaît parfaitement les questions de l'emploi et du travail. Et puis, il faut du renouvellement. Il faut que de nouvelles générations, les femmes, accèdent aussi aux responsabilités. La France demande d'ailleurs du changement et du renouvellement. Il ne faut pas avoir peur que des nouveaux talents s'inscrivent dans l'action du gouvernement, avec des ministres qui ont de l'expérience, d'autres qui ont déjà fait la preuve de leur engagement. C'est le cas de Myriam El Khomri. C'est comme ça aussi qu'on renouvelle la vie politique dans notre pays. C'est une femme talentueuse, et je ne doute pas qu'elle mettra toute son énergie pour la réussite de ce qui est la priorité du quinquennat et qui est la première attente de nos compatriotes. Voilà le Premier ministre, donc cet après-midi, quelques instants donc après cette nomination. Surprise, donc surprise quand même, personne ne l'attendait, Bruno Jambard, Myriam El Khomri, donc à ce poste de ministre de l'Emploi. C'est la Benjamine du gouvernement, c'était la secrétaire d'État à la ville. Oui, non, je crois que dans finalement ce choix, il y a à la fois un couac et une réussite. Le couac, ça a été la durée, vous l'avez dit. Oui. Comment on a pu mettre aussi longtemps à désigner quelqu'un alors que 15 jours avant sa démission, on savait que François Rebsamen allait partir. Et donc ça montre bien qu'il y a eu un problème politique à un moment, que des candidatures envisagées n'ont pas pu se faire pour des raisons diverses et variées. Puis il y a une réussite, c'est une surprise. En politique, c'est toujours bien d'arriver avec une surprise. C'est une femme, elle est jeune, comme l'a dit le Premier ministre. Je crois que c'est très important. Les Français demandent beaucoup de renouvellement. On reproche toujours de voir les mêmes têtes, d'avoir toujours les mêmes profils, de faire passer aussi les uns à tel poste puis à tel autre. Donc là, il y a une nouveauté, quelqu'un de jeune, quelqu'un qui va apporter je dirais un regard différent. Donc moi, je trouve que c'est de ce point de vue-là extrêmement positif. Pas forcément quelqu'un qui fait non plus de la politique depuis 30 ans. Donc ça, c'est quand même un élément important. Et puis sur la compétence, la maîtrise des dossiers, je rappellerai juste que François Rebsamen lui-même, quand il est arrivé à son poste, il a dit moi j'y connais rien puisque j'étais en gros prêt à plutôt aller à l'intérieur. Donc un ministre, c'est pas forcément, ça a été très bien dit, ce qui compte c'est son équipe. Un ministre, c'est l'incarnation politique d'un projet, et après il y a des gens, il y a des spécialistes, des techniciens qui vous aident à mettre en œuvre cette politique. Bernard Vivier, vous pensez que, alors c'est une inconnue, oui, c'est une jeune. Elle ne va pas faire de bruit, elle ne va pas gêner François Hollande, Manuel Valls, parce que là, le risque est en effet de nommer éventuellement un frondeur qui emmerde un petit peu dans la perspective de 2017. Ça sera un bon soldat. Mais bien sûr, dans le bon sens du terme, un ministre du Travail, c'est fait pour travailler. C'est pas fait pour fronder. C'est fait pour gérer les dossiers. Les dossiers, ils sont nombreux aujourd'hui. Il y a le chômage, il y a l'emploi. Mais ça, nous le savons. Une grande partie de la réponse, c'est pas chez elle. C'est chez Emmanuel Macron. C'est le ministre de l'économie qui peut créer, en lien avec le ministre du Travail, les conditions d'une reprise. Mais il y a des dossiers qui lui appartiennent. C'est toute la mise en œuvre de la loi sur le dialogue social qui porte le nom de loi Rebsamen. Il faut la traduire en décret, en application.
C'est toute la réforme des négociations, des branches professionnelles, de la négociation collective, tout le dossier de la représentativité patronale, tout le dossier de la réorganisation des relations patronat-syndicat. Donc ce sont des chantiers considérables. Là, il faut beaucoup de présence. Et si effectivement Myriam El Khomri a eu l'expérience du terrain dans les banlieues et dans les villes, eh bien, elle va avoir des quartiers difficiles à visiter. Ça s'appelle les organisations patronales et syndicales. Voilà, elle aura les reins solides pour aller affronter les Mailly, Alain Olive, puis même le MEDEF aussi, hein, pas des rigolos toujours. Hein. Bien sûr, elle a été définie pour être taillée à ce poste-là, et les mois qui vont venir vont le montrer ou ne pas le montrer, mais c'est toute la vie, c'est tout l'intérêt de la vie politique. Isabelle Golens de BFM Business. Justement, vous parlez de gros dossiers. Ce que craignait le MEDEF, il y a encore quelques jours, hein, dans l'attente du nouveau ministre, quel que soit le nouveau ministre finalement, c'est que ça ralentisse les discussions en cours, parce qu'il y a un problème de calendrier. Vous en parliez tout à l'heure. Les réformes, la future réforme du marché du travail, est-ce qu'elle va être jouable en si peu de temps? Si on se met à lancer une vraie négociation interprofessionnelle sur le marché du travail, il va falloir se mettre d'accord quel est l'objet de la négociation. Ensuite, la négociation va prendre plusieurs mois. Donc, l'arrivée d'un nouveau ministre du Travail, et ça au MEDEF, on nous l'a dit en coulisses, les inquiète parce qu'il va falloir du temps pour qu'elle rencontre. Donc, elle va vite rencontrer là dans ces prochains jours les partenaires sociaux. Il va falloir qu'elle les rencontre, qu'elle lance les discussions, qu'elle apprenne un peu le fonctionnement justement des relations sociales avec les syndicats, avec le patronat, et qu'elle enclenche une négociation. Et ça prend du temps, et c'est pas sûr que le gouvernement en ait assez. On risque de perdre du temps un peu quand j'écoute Isabelle Golens, Bernard Vivier, parce que bon, même si elle a un cabinet solide, je ne sais pas encore qui sera son directeur cabinet qui lui sera imposé par le chef du gouvernement, très bien, mais même si elle a un bon cabinet, il va falloir que malgré tout elle apprenne. On est en septembre 2015, élection en avril 2017, il faut faire vite. Dans le domaine des relations du travail, c'est vrai pour un DRH dans une entreprise, c'est vrai pour un ministre du Travail, le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Et si l'on est pressé d'avoir une vision budgétaire des relations du travail, forcément on se met les pieds dans le tapis. Une vision électorale. Ça ne veut pas, une vision électoraliste, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas lancer les réformes. Et nous sentons aujourd'hui que depuis plusieurs années, la réflexion sur l'organisation du Code du travail, la simplification, l'ordonnancement entre le Code du travail, les conventions collectives de branche, les accords d'entreprise, tout ça nécessite d'être remis en place. D'ailleurs, nous avons aujourd'hui pratiquement 4 rapports qui sont sortis ou qui vont sortir sur le sujet. L'Institut Montaigne, Terra Nova, le rapport Combrexel, le rapport Quinqueton, enfin, on sent que ça y est, ça mûrit. Et qu'il va falloir, dans quelques mois, vraisemblablement, avancer dans une direction. Il est vraisemblable que ce ne sera pas l'actuel ministre du Travail qui récoltera les fruits de son action. C'est normal. Un DRH, comme un ministre du Travail, il hérite toujours des dossiers des anciens, il lance des initiatives dont il ne recueillera pas forcément les fruits. Alors je reviens avec ma question, est-ce que ça sera un bon soldat? Est-ce que Myriam El Khomri, elle ne sera pas juste là, finalement, en intérim, jusqu'à la fin du quinquennat, pour commenter ou pas les chiffres de l'emploi et finalement le gros, c'est-à-dire les discussions, la réforme du droit du travail notamment, ça ira où? Ça sera chez Macron ou Valls directement, Bernard Vivier, non? Finalement, elle a zéro marge de manœuvre, cette jeune ministre. Elle a la marge de manœuvre que le président de la République et le Premier ministre vont lui attribuer. Mais laquelle vont-ils lui attribuer? Entre Macron et elle, bien sûr. Alors est-elle taillée pour dire, moi, ministre du Travail, j'ai aussi mon mot à dire? Elle a une pente à remonter, parce qu'on ne peut pas dire que le ministre du Travail, Rebsamen sortant, est existé, marqué, affirmé par rapport à Macron. Prenons la réforme des prud'hommes. Oui. Ça aurait dû être la réforme entre le ministre de la Justice et le ministre du Travail. Et c'était la réforme Macron. Coucou, c'est parti au ministre de l'économie et des finances. On se demande pourquoi. Enfin, on connaît les raisons. Mais donc, sa largeur d'épaule va être fonction de ce que va lui attribuer comme costume à tenir le Premier ministre, le ministre et le président de la République. Isabelle Golens et Bruno Jambard juste après. J'ai discuté avec quelques responsables patronaux qui l'interprètent cet après-midi, donc après la nomination, et qui l'interprètent comme ça. C'est-à-dire ils sont plutôt contents parce qu'ils estiment que justement le gros du travail va être fait à Bercy par Emmanuel Macron, qui a plutôt les faveurs du patronat, et puis effectivement elle sur le terrain pourra s'engager et se mobiliser. Mais c'est un petit peu comme ça qu'ils l'interprètent, et à l'inverse les organisations syndicales s'inquiètent justement du poids que va avoir la nouvelle ministre du Travail, Jean-Claude Mailly, qui se demande de quel poids politique réel va disposer la future ministre. Donc
c'est évident qu'en nommant... Le poids ou l'absence de poids en l'occurrence. Hein. Voilà, exactement. Voilà. Oui. Bruno Jambard, Opinionway. Moi, je crois que c'est pas la faible expérience, la nouveauté de la ministre qui va contraindre finalement cette question de la réforme du marché du travail. C'est le calendrier politique. Je ne crois pas qu'on va se lancer dans une grande réforme du marché du travail alors qu'elle ne pourrait être votée que quelques mois avant la présidentielle. Ça n'est pas la tradition dans la Ve République. Au risque de heurter justement peut-être une certaine France de la gauche. En revanche, il peut y avoir des négociations qui préparent des propositions qui seront mises en débat pendant la campagne présidentielle. Et on parlait tout à l'heure de que mettra Hollande dans son programme. Ça pourrait être des choses qui sont préparées pendant cette période. Mais la grande réforme du marché du travail d'ici 2017, ça paraît pas être le bon calendrier, ce sera plutôt pour après. Et ça, donc, c'est pas, je dirais, le problème de la nouveauté de la ministre. C'est le problème d'aujourd'hui, du temps, du quinquennat. On n'est plus, a priori, dans le temps des grandes réformes. On est dans le temps maintenant de la préparation d'un éventuel deuxième mandat. Un mot chacun pour terminer, Isabelle Golens et Bernard Vivier. C'est exactement ce que disait un responsable du MEDEF il y a quelques jours à l'université d'été du MEDEF. Il ne croyait pas à une réforme là dans l'immédiat, mais il a dit au moins ce sera un sujet qui sera sur la table dans la prochaine campagne. Exactement. Bernard Vivier, directeur général de l'Institut supérieur du travail. Il ne faut jamais sous-estimer les personnes que l'on présente comme étant des papes de transition, Jean 23 en son temps, comme des ministres de passage. On ne peut pas savoir de quoi l'actualité va nourrir, ce qu'elle va donner, cette actualité. Donc ce ministre est présenté comme jeune, ne connaissant pas les dossiers. Laissons la chance aux produits. Mais exactement. Et en tout cas, le Premier ministre l'a dit, ils ont au gouvernement bien formaté, jeunesse, féminité, expérience terrain. Elle a ses qualités, c'est pas un ministre de second choix. Eh ben bonne chance à Myriam El Khomri, bonne chance donc pour la France, hein, évidemment, tout ça étant dans l'intérêt du pays, bien sûr, hein, je dis ça sans évidemment d'être partisan pour qui que ce soit. Merci à tous, Myriam El Khomri, il faudra s'habituer à son nom, hein, elle est successeur de François Rebsamen, elle a donc 38 ans et elle va donc tous les mois, entre autres, donner les chiffres de l'emploi, mais mener en effet peut-être cette réforme du droit du travail. Merci beaucoup Bruno Jambard, directeur général adjoint d'Opinionway. Le patron de l'Institut supérieur du travail, monsieur Bernard Vivier, était avec nous. Bonnes vacances Isabelle Golens qui suit le social à BFM Business. Rediffusion 23h tout à l'heure, comme tous les soirs, c'est la nouvelle saison, nouvel horaire sur BFM Business, à la télé, à la radio. Et puis on reviendra demain soir avec d'autres sujets. Alors, je pense qu'on parlera probablement des agriculteurs. Méfiez-vous, si demain vous êtes dans la capitale, tout risque d'être bloqué. On s'intéressera justement au monde agricole, probablement à 19h. Rendez-vous demain. Bonne soirée, bonne nuit. Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.